tous, bienvenue dans SCPI sans filtre, le podcast qui décrypte la pierre papier sans langue de bois. Aujourd'hui, on est avec Lucie, otage de MNK, la nouvelle SCPI, Reason, dont elle va nous parler. Écoute, bienvenue Lucie et hello Alexandre. Bonjour Merci Clément. Clément, merci Alexandre. Bonjour Lucie. Alors peut-être Lucie, ouais, présente-toi, qui tu es, d'où tu viens, et puis voilà, parle-nous en intro de cette nouvelle SCPI Reason. Donc effectivement, je m'appelle Lucie Eustache, je suis responsable des partenariats chez MNK Partners. Donc c'est-à-dire que concrètement, je m'occupe, des relations avec, les divers, conseillers en gestion de patrimoine, donc partenaires, prospects. Donc le but, c'est de mettre en avant, notre société de gestion et plus particulièrement la SCPI, auprès de tous. Donc MNK Partners, c'est une société de gestion, immobilière pan-européenne qui a été fondée en 2017, qui a été fondée par Mansour Khalifé. Alors, je sais pas si son nom parlera, mais c'est vrai qu'il a une expérience dans l'immobilier qui est assez importante, notamment puisqu'il a cofondé une autre société de gestion immobilière qui est assez connue, qui s'appelle Quorum. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de personnes dans l'équipe pour 400 millions d'euros sous gestion. Historiquement, on est plutôt en fait sur les fonds professionnels spécialisés. Donc globalement, c'est le même type d'immobilier, mais dans un véhicule un petit peu différent. Des véhicules en fait qui sont datés sur 7 ans et qui ont une période de collecte un petit peu plus courte. Et vous comprendrez pourquoi en fait on allait vers ce type de fonds, mais justement pour la flexibilité que ça offre. Et on est revenu à la SCPI que très récemment. Mais donc on en parlera un petit peu plus en détail. On pourra peut-être en parler dans un prochain podcast des fonds professionnels, mais c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble, enfin, en tout cas que Épargne Pluriel travaille avec MNK sur les fonds. Peut-être, comment t'es arrivé à travailler chez MNK? C'est quoi ton parcours avant? Qu'est-ce qui t'a fait arriver dans l'immobilier? Alors, donc moi j'ai fait des études de finance et du coup je suis allée, justement vers le métier de gestionnaire de patrimoine, à la fin de mes études. Parce que je trouvais que justement c'était assez intéressant d'avoir une approche assez, globale pour le coup, puisqu'on touche à tous les produits. J'ai fait ça pendant 4 ans, et puis, j'ai eu envie de passer du côté professionnel, pour me spécialiser un peu plus vers les produits qui moi en tout cas me parlaient plus en tant que particulier déjà. Et du coup j'ai rencontré donc, Mansour, donc qui est le fondateur comme je disais. Et j'ai aimé justement cette approche assez différente. Enfin justement, on est sur une maison aussi qui est indépendante, qui est peut-être un petit peu plus petite que certaines autres sociétés de gestion. J'ai aimé l'approche américaine. Je savais pas que, il venait de Quorum, Mansour. Ouais, il a cofondé Quorum. Donc il y a plusieurs ex-Quorum qui ont lancé des nouvelles SCPI. Et du coup, tu me disais, vous êtes combien là aujourd'hui chez MNK côté SCPI? Au global, on est une trentaine, on a personne qui est vraiment, côté SCPI ou côté fonds pro, puisque globalement le métier qu'on fait, c'est le même. On va cibler le même type d'actifs. C'est vraiment le véhicule, qui est différent donc pour, le particulier, c'est-à-dire que ça va pas s'adapter aux mêmes objectifs. C'est pas la même durée d'investissement, ce sont pas les mêmes options, disponibles. La SCPI est beaucoup plus «grand public» entre guillemets. Elle offre plus de flexibilité, elle est un peu plus accessible. Mais le fonds pro est peut-être plus adapté à des investisseurs qui auraient un montant d'investissement plus important, et qui ont peut-être un horizon aussi moins long. Vous avez un track record sur les fonds pro qui est très bien. Pourquoi en octobre 2024 avoir lancé une SCPI avec les conditions de marché qui sont peut-être pas évidentes? Donc en 2017, quand Mansour a créé Medka, il s'est dit comment en fait je peux avoir le véhicule le plus adapté à l'immobilier. Et en fait, nous, notre façon d'appréhender l'immobilier, c'est de se dire qu'on doit comprendre les cycles immobiliers. Comprendre les cycles immobiliers, ça veut dire essayer de viser un point bas, puisque de toute façon maintenant on le sait, l'immobilier fonctionne par cycle. Les cycles ne sont pas les mêmes en fonction des zones géographiques, en fonction des thématiques même. Donc on doit absolument comprendre les cycles et investir en bas de cycle. Le fonds professionnel, il est donc comme je disais daté sur 7 ans et on a une période de collecte qui est flexible en plus. C'est 2 à 3 ans maximum, mais à tout moment, je peux dire: «Ben stop, j'arrête de collecter», justement parce que j'estime qu'on n'est plus en bas de cycle et qu'on va moyenner à la baisse nos investissements puisque les prix remontent. Donc du coup, on allait vers ce type de fonds
et ça faisait un moment quand même que nos partenaires nous disaient: «Mais MNK, voilà, on voit que vous êtes performants sur les fonds pro». Aujourd'hui, on a une perf moyenne annualisée sur les fonds professionnels qui est de 8%, heu, avec une partie distribution qui est à hauteur de 6%. Donc c'est vrai que, ben, avec, le marché qui a été chahuté les dernières années, on est quand même assez reconnus pour nos performances qui ont été stables, qui ont été durables, et qui en plus sont linéaires. Donc du coup, nos partenaires nous disaient: «Mais vous devez aller vers la SCPI, pour s'adapter à notre clientèle, donc qui serait pas forcément, ben, aurait pas forcément les 100 000 € à investir en fonds pro». Mansour, ça faisait un moment qu'il repoussait un petit peu l'échéance en disant: «Bah non, c'est pas forcément le moment». Voilà, on voulait un contexte de marché favorable pour se lancer. On l'a fait en octobre justement parce qu'on a retrouvé bah, voilà, des prix qui étaient, attractifs, et on sait que lancer un véhicule en période, ben, favorable, c'est un cercle vertueux, et les performances vont être, bonnes sur quelques années. En tout cas, il va y avoir un boost de performance, donc on voulait absolument le faire au bon moment. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, comme je disais, on veut absolument en fait comprendre les cycles immobiliers. Donc ça fait depuis 2017 qu'on développe un outil de gestion en interne. L'outil de gestion, donc on l'a appelé Quanti. Et cet outil de gestion, en fait, il nous permet d'analyser à tout moment tous les cycles immobiliers justement, sur les zones sur lesquelles on a de la donnée. Aujourd'hui, c'est principalement Europe, États-Unis. Demain, le but, c'est de le faire évoluer, mais on voulait absolument que cet outil-là, il soit développé pour justement avoir un véhicule qui collecte de manière continue. Il fallait absolument qu'on soit doté d'un outil vraiment robuste. Ouais, on y reviendra, je pense sur votre outil parce que c'est un peu ce que vous communiquez entre guillemets sur une SCPI, drivée par la data et l'IA. Juste sur les équipes, en fait, en fait, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, muraille de Chine entre toutes les activités? Ou est-ce qu'elles travaillent ensemble? Je veux dire les équipes, private equity, les équipes, SCPI, ou d'autres véhicules? Ou est-ce qu'il y a il y a des sourcings collectifs? Est-ce que ça travaille ensemble ou pas du tout? Complètement, enfin, ils travaillent ensemble pour le coup. Comme je disais, en fait, vraiment, on n'a pas changé de métier. C'est-à-dire que c'est juste que quand en fait, on va sourcer des actifs parce qu'on pense que l'actif, déjà se situe au bon moment du cycle. C'est la première étape. Et ensuite parce que l'actif, bah, voilà, est qualitatif. On n'investit que dans des actifs core. Donc on va chercher des actifs qui sont bien localisés, qui ont des bons locataires, et qui engagent les locataires sur des baux longs. Donc, en fait, dans tous les cas, notre rigueur de sélection, elle est faite à l'entrée, et ensuite on split les actifs qu'on va sourcer, en fonction des besoins du moment. Donc soit on a, de la collecte sur un produit, peut-être plus sur l'autre, on va répartir. La valeur de l'actif va aussi nous permettre de déterminer si on va plutôt le mettre dans l'un ou dans l'autre produit. Et enfin, peut-être la maturité de l'actif aussi, qui va nous permettre de décider. C'est-à-dire que vu que le fonds pro est peut-être à maturité un peu plus courte, on va avoir tendance à mettre les actifs, sur lesquels on a, des baux peut-être un petit peu plus courts, en l'occurrence, toujours plus de 7 ans, mais en tout cas plus courts sur le fonds pro. Ouais, OK. Ouais, vas-y. J'avais une question sur l'origine de la SCPI. Lorsqu'elle a été créée, les associés fondateurs, est-ce qu'il y a des associés, type Mansour ou d'autres, qui ont investi au démarrage, ou comment ça s'est passé? Oui. Alors, donc bah, déjà la règle pour les fondateurs évidemment, c'est de pas communiquer au grand public, donc ça s'est fait auprès alors déjà de MNK, donc Mansour en l'occurrence, et puis, bah, une partie du management aussi, qui a investi dans la SCPI, plus après des partenaires, historiques sur les fonds professionnels, voilà, et qui ont fait confiance, qui ont aussi investi, parmi les fondateurs, Hem, et famille aussi du management évidemment. non, mais c'est vrai que c'est un point intéressant parce que ça montre s'ils sont incentivés sur les performances, si tu as un alignement d'intérêts avec le reste des associés. Tous les fonds, que ce soit les fonds pro ou la SCPI globalement, voilà, ils sont investis. Formule. Ça marche. Au niveau de la collecte, annuelle, vous êtes sur quel trend, actuellement? Donc elle a été lancée en octobre. Là, à date, on est à plus de 18 millions d'euros de collecte, en sachant que notre objectif pour le deuxième semestre, ce serait de collecter, autour de 20 millions d'euros. Donc bah, forcément, on prévoit que la collecte s'accélère petit à petit. OK. C'est peut-être,
c'est peut-être la raison pour laquelle, vous avez un levier d'endettement assez élevé au 30 juin, non? Parce que vous avez déjà des acquisitions en cours et comme vous anticipez une collecte, vous avez pris de la En dette? fait, Enfin, exactement, tu as bien résumé, c'est qu'en fait, on anticipe la collecte. Concrètement, un des points sur lesquels on veut être vigilant avec la SCPI, on a inversé un peu le prisme, c'est-à-dire que c'est pas, l'équipe commerciale, donc nous, qui allons chercher, de la collecte et ensuite on les, confie à notre gestion. C'est vraiment, le système inversé, c'est-à-dire que c'est la gestion qui va cibler des actifs. Et par rapport à ce qu'ils ont ciblé, nous, on doit aller collecter ce qu'il faut en face. Donc c'est, entre guillemets, la pression, elle est plutôt sur nous. Donc ce qu'on fait globalement, c'est qu'on va chercher la collecte maximum ou en tout cas réduire momentanément s'il le faut. Pour l'instant, c'est évidemment pas encore le cas puisque la SCPI est récente. Mais c'est de dire qu'en fait, on va faire les promesses sur les biens et si on n'a pas la collecte suffisante, on va tirer des lignes de crédit. C'est vraiment des lignes de crédit court terme, ça s'apparente presque à du revolving, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est de l'avance de trésorerie et dès que la collecte rentre, on rembourse. Ça permet vraiment d'acheter de manière alors déjà d'acheter rapidement par rapport à la collecte, donc d'acheter même plus vite pour le coup, donc de booster la performance, mais surtout, en fait, de pas faire l'erreur de collecter et d'aller entre guillemets «en urgence» aller chercher et constituer un portefeuille, par rapport à cette collecte qui serait arrivée. On veut vraiment inverser le prisme. Plus de précision, non, sur cette ligne revolving, c'est, en fait, tu as un partenaire qui te Auprès des finance ta banques. SCPI, ouais, qui t'a fait une ligne de crédit, OK, à hauteur de temps que tu peux utiliser ou pas du coup et Exactement, en fait. à quelle à quelle maturité, quel taux? Est-ce que tu as plus de précision là-dessus? Alors, on est sur des maturités assez courtes puisque c'est, 2 à 3 ans maximum globalement. C'est la banque qui nous octroie une ligne maximum, et après on la tire ou non, on rembourse ou non, c'est, vraiment flexible, c'est l'avantage. Donc, quand je dis la maturité, c'est vraiment la maturité maximum, mais on peut rembourser à tout moment, retirer. C'est presque un découvert autorisé. Ah, question un peu piège, hein. Alors, donc la stratégie de la SCPI, elle est assez, «simple» entre guillemets. On se veut entièrement diversifié, donc autant d'un point de vue géographique que thématique. Tout simplement. Alors je pense que déjà le passé nous a prouvé que la SCPI qui était trop thématique, heu, forcément on subit les cycles, donc c'est tout ce qu'on cherche à éviter. C'est le premier point. le bureau parisien, par exemple, sans citer la Par SCPI. exemple, c'en est un exemple. Puis, bah, l'autre point, c'est que la SCPI, elle collecte alors déjà elle est ouverte de principe sur 99 ans. C'est forcément impossible, même pour le meilleur des gérants, de se projeter, dans 20 ans, dans 30 ans, ce que sera le marché. Donc si on est très thématique, nous on a un peu peur que ça puisse, porter préjudice sur le long terme. Ça, c'est le premier point et d'un point de vue géographique, c'est un peu le même sujet. C'est de se dire qu'on veut être, par exemple, aujourd'hui, on va cibler des voire même des villes précises. Demain, ce sera pas forcément les mêmes qu'on va cibler. Donc le but, c'est vraiment d'être diversifié et on le sait, même dans toutes les classes d'actifs, la diversification, ça permet de réduire, le risque global du véhicule. Voilà. Ensuite, OK. donc ça, Ouais, qu'est-ce qui vous différencie, ouais. C'est vraiment l'outil de gestion, qui nous diversifie aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a monté MNK, on est parti de ce constat-là, de dire que l'immobilier fonctionnant par cycle, si vraiment on veut être performant dans le temps et on veut créer de la valeur, il faut absolument qu'on comprenne les cycles. Les cycles n'étant pas les mêmes, comme je le disais, en fonction des zones géographiques et des thématiques, même si on a une équipe de 300 gérants et qui sont expérimentés, qui vont sur les marchés pour arriver à vraiment à comprendre ce qui se passe, ce serait extrêmement compliqué et surtout ce serait extrêmement long et on se doit d'être réactif dans nos investissements. Donc ce qu'on a fait, en fait, petit à petit, c'est on est allé collecter de la donnée auprès de sources qu'on estime être vraiment, les sources les plus reconnues. Donc typiquement, on est connecté, au terminal Bloomberg, on achète toute la data MSCI, on a Colliers, on a Green Street, on a Oxford Economics. Donc on va, récupérer toute cette data-là, donc on l'achète, ça a un coût, donc c'est que vraiment nous on y croit, et ensuite on va traiter la data. Concrètement, en fait, ce qu'on veut faire, c'est, récupérer toute la donnée pour avoir de la démographie, de la macroéconomie et de l'immobilier. On veut pas juste comprendre l'immobilier en lui-même, on veut vraiment comprendre tout l'écosystème. Et ensuite, on a fait des backtests, donc sur tout l'historique de data qu'on a, pour repérer en fait à chaque fois quels étaient les points d'inflexion, quels étaient les facteurs qui expliquaient la performance immobilière. Et évidemment, ce qu'on se
On se rend compte que, globalement, les cycles immobiliers sont toujours, expliqués par, les mêmes facteurs. On a repéré globalement qu'il y avait entre 17 et 19 facteurs qui expliquaient la performance immobilière. Donc il y a un socle commun à toutes les thématiques. Alors évidemment, il y a des facteurs qui sont assez communs, assez logiques. On va retrouver, les taux d'occupation, les taux d'inflation, et cetera. Donc vraiment, des points assez globaux. Et après, on va avoir des facteurs qui sont assez spécifiques. Par exemple, si je vais regarder, la logistique, on va regarder, dans la ville qu'on va analyser, la distance par rapport au port le plus proche. Ensuite, on va regarder dans ce port-là, quelle est la quantité de fret qui va passer chaque jour. Si on va, par exemple, sur le commerce, on va aller regarder quel est le pouvoir d'achat, l'évolution, en l'occurrence, du pouvoir d'achat, et cetera, et cetera. Et en fait, en récupérant toute cette donnée, ça nous permet en temps réel, puisque, bah, la donnée, rentre dans l'outil, régulièrement, donc ça peut être quotidien pour certaines sources, ça peut être mensuel pour d'autres, hebdomadaire. Ça nous permet vraiment d'avoir à tout moment une feuille de route qui nous dit: «Bah, voilà, là, c'est le bon moment pour aller investir. Là, en l'occurrence, non, il ne faut pas y aller». Ah ouais, OK, donc c'est quand même pointu comme outil. Toi Clément, tu avais quelque chose, enfin comment vous analysez les datas? Est-ce que vous aviez un outil aussi, solide que ça? on utilisait pas mal de reporting de brokers, qui eux ont de la data, donc là bon, c'est un peu plus poussé, c'est peut-être un En peu fait, digitalisé. En fait, tu recoupes beaucoup plus de données, je pense, pas ça que immobilières, mais c'est vrai que, c'est ce qu'on a remarqué, hein, globalement, c'est que souvent les sociétés de gestion, elles utilisent, les études, les reporting et cetera. Mais finalement, en fait, elles vont aller, tirer les analyses qui ont été faites à partir de la data. Donc nous, on préfère prendre la data, faire les analyses et en tirer les conclusions en temps réel. Et c'est vrai qu'il y a un risque qui est, d'après nous, assez sous-estimé, c'est le risque justement lié au gérant. Et comme tout humain et même si le gérant, encore une fois, c'est le plus performant, ça reste un humain, donc il a des biais émotionnels qui existent forcément et c'est tout ce qu'on cherche à éviter. On veut vraiment qu'il y ait un outil scientifique qui d'abord nous fasse un filtre et ensuite évidemment on a une équipe de gérants qui derrière va sur le marché, va visiter les actifs et après faire ses analyses et en tirer les conclusions, si oui ou non on fait des offres sur les immeubles. Voilà, mais on veut Et vraiment une et en approche par scientifique. et en parlant des actifs, vous avez une taille d'actifs cible? Est-ce que vous allez aller sur les petits actifs ou vous vous concentrez sur des actifs, d'une taille un peu plus grosse? Alors, l'idée, c'est de granulariser. Forcément, encore une fois, plus on a d'actifs dans le portefeuille, plus on est granularisé et plus on limite le risque. Aujourd'hui, en moyenne, nos actifs se situent, autour de 5 millions d'euros, puisque la SCPI est assez récente. Ça va tendre peut-être à évoluer, mais encore une fois, au début, on a commencé en achetant un actif à 1 million d'euros, donc en l'occurrence qui était une crèche, à Dublin. Ensuite, on est plutôt allé vers des actifs autour de 4-5 millions et là, récemment, on a signé une acquisition à 1 million d'euros. Donc en fait, on n'a pas vraiment de règles. L'idée, c'est que quand on trouve une opportunité qui est intéressante, on y va. Ça va peut-être, augmenter un petit peu en taille moyenne, sur les prochaines années, certainement, mais on veut rester, assez granulaire. et du coup, vous avez votre outil qui, en fait, c'est un outil d'aide à la décision de ce que je comprends. Exactement. En fait, l'idée, c'est que le résultat de l'outil, c'est qu'ils nous disent, typiquement, il faut aller chercher, du commerce à Dublin, il faut aller chercher de la logistique à Londres, je dis n'importe quoi, hein. Il faut aller chercher du bureau plutôt, à Dublin et cetera et cetera. L'idée, c'est vraiment d'avoir une feuille de route et ensuite les gérants vont chercher les actifs correspondants. Il y a un point qui est important, c'est qu'on n'ira jamais investir dans une ville si on n'a pas la data liée à cette ville. Donc c'est pour dire que vraiment on fait confiance à l'outil. Et pour autant, si l'outil nous dit qu'il faut aller chercher par exemple du commerce à Dublin, c'est on va pas forcément acheter du commerce à Dublin. L'idée, c'est qu'ils nous disent: «Le cycle à ce moment-là est bon». Mais pour autant, on va pas forcément trouver des actifs, qui nous correspondent. Il y a un point dans la stratégie que j'ai pas abordé, c'est qu'on est vraiment sur une stratégie core. On est très prudent dans l'approche chez MNK, donc on achète vraiment que dans des localisations centrales. Donc les villes dans lesquelles on achète vous parleront toujours. Voilà, on va pas acheter, encore une fois de manière très excentrée parce qu'encore une fois, on pense que c'est un risque qu'on va faire porter à la SCPI. On veut absolument que nos locataires soient fiables,
qui sont en capacité de nous payer les encore une fois, ce serait un risque qu'on ferait peser sur la SCPI et on veut les engager sur, le plus longtemps possible, de sorte à ce que les loyers, encore une fois, soient le plus garantis possible. Même si évidemment les loyers ne sont jamais garantis. Plus si tu as la data sur, tes locataires également, tu peux voir un peu leur solidité financière et Exactement, leur solvabilité, quoi. c'est ça. Et du coup, qui prend la décision d'investir ou pas, en fait? Est-ce que tu as des données un peu sur le taux de sélectivité de tout ça, entre ce qui est présenté au comité, ce qui est pas investi, et Heu qui décide au final? Qui appuie sur le bouton, let's Alors, il go? y a un comité d'investissement donc qui est composé, évidemment donc de Mansour, le fondateur d'MNK, plus, ben, évidemment, tout le management de MNK. Donc il y a des biens qui sont présentés, assez régulièrement. Alors j'ai pas forcément le taux, entre ce qui est présenté et ce qui n'est pas transformé, mais il y a un point qui est quand même intéressant, tant qu'on n'a pas, enfin, dans le comité de sélection, s'il y a pas le score justement de l'outil qui est présenté avec, dans tous les cas, il est refusé. C'est encore une fois, ça montre que pour nous, l'outil, il est vraiment indispensable. Oui, oui, ouais. Ouais, je pense que c'est une vraie aide à la décision et c'est intéressant. C'est intéressant et je pense que ça vous fait aussi gagner beaucoup de temps, heu, Exactement. aux Ça équipes nous fait gagner d'investissement. ça nous fait gagner du temps et ça nous permet d'être très réactifs, en fait, face au marché. Parce que comme tu le disais, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui se basent sur les études, mais finalement, la data arrive, les études sortent, on lit les études, on commence à les regarder sur le marché, et on va voir, en fait, le ce qu'on remarque vraiment sur le marché, c'est que souvent, ils ont tendance à continuer à investir quand le cycle est déjà reparti, dans le sens inverse. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment dès qu'on a le moindre signe de data qui nous dit: «C'est plus le moment», on coupe et on va vers une autre destination. Et le sourcing du coup des opportunités d'investissement, c'est 100 via quel interna canal? Ouais. 100 internalisé chez MNK, c'est vrai que c'est un autre point que j'ai pas abordé, mais on sous-traite aucune partie, de la gestion, donc que ce soit le property management, le fund ou le sourcing, tout est fait en interne chez MNK. On a notre siège social qui est à Paris, mais on a aussi des bureaux, répartis un petit peu dans toute l'Europe. Donc on a un bureau, à Londres, on a un bureau à Madrid, on a un bureau à Varsovie. L'idée, c'est vraiment d'être présent un petit peu partout. On a un bureau à Luxembourg aussi. Heu Et en fait, l'idée, c'est que ce soit pas les brokers qui viennent nous voir et qui, nous disent, «Bon, bah, voilà ce qu'on a sur le marché, ça c'est super, ça c'est super». Évidemment, hein, tout est super, ils sont rémunérés sur les offres. Donc c'est nous qui allons voir les brokers. Donc on a des brokers avec lesquels évidemment on a l'habitude de travailler, et on leur dit: «Voilà ce qu'on cherche, tant que tu n'as pas, tel actif à tel endroit, bah, c'est pas la peine de nous présenter le reste». On le regarde même pas. Ça, c'est un point à souligner parce que, c'est pas toutes les sociétés de gestion qui vont avoir, une présence, en Pologne, ou, en Espagne, en Italie. Ouais, puis Exactement. je pense que pour gérer de l'immobilier, il faut être sur place en plus. Enfin, par expérience, parce que j'ai été chez Sofidy, mais chez Ardian aussi qui faisait du private equity immobilier et du coup, vous devez connaître, mais ils avaient vraiment des équipes, locales et ce qui permettait vraiment de sourcer les meilleurs deals, Ouais, ça nous paraît assez indispensable. et surtout de les gérer sur place, quoi. Donc c'est plus d'agilité et ça entretient un vrai lien avec les locataires. Je pense que c'est important, Exactement, suivre les locataires, ouais, parce c'est que c'est important. bien, enfin, c'est vachement bien d'utiliser, l'IA, la data et cetera, mais l'immobilier, ça reste aussi humain, hein, comme tu le Ouais, disais. c'est vrai que Il y a un exactement. locataire à l'intérieur qui a besoin d'une relation, qui a des besoins. Donc non, c'est un point intéressant. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'IA en ce moment, même de manière générale et peu en immobilier, en l'occurrence. La force de la data et la force de l'IA, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. En revanche, comme tu le dis, hein, l'immobilier, ça reste quelque chose de physique. On va jamais acheter un immeuble sans l'avoir visité, ça paraît, assez logique, mais on nous pose parfois la question: «Est-ce que c'est l'outil qui achète les immeubles?» Pas du tout, c'est vraiment un premier filtre qu'on a rajouté, en plus de tout le process habituel qu'on pourrait retrouver ailleurs. Moi, j'utilise beaucoup l'IA au quotidien, enfin, à mon échelle, hein, mais je suis assez fan de ChatGPT ou d'autres outils, qui facilitent un peu la vie. Est-ce que vous utilisez ça vous, de votre côté ou c'est que votre outil interne Justement ou? non, alors en fait, c'est marrant que tu parles de ça. On a, l'outil
qui est, chargé, enfin qui implémente toute la data, qui fait donc tous les calculs, quotidiens, justement grâce au backtest qu'on a effectué. Et ensuite, on a un module complémentaire qui est justement un agent conversationnel. Donc on est en train de le développer et le but, c'est même de le mettre, à disposition des CGP, dans quelques temps quand il sera vraiment, efficient à 100. Concrètement, en fait, c'est, pouvoir poser des questions, à l'outil, quoi, et justement qui va sourcer auprès de la data. Donc par exemple, je sais pas, il y a un client qui pose la question, comment se comporte le marché de la logistique dans telle ville? Hop, tu poses la question et en fait, ça évite qu'il aille chercher de la data dans toutes les sources que internet pourrait lui donner et dont des sources qui seraient pas fiables. Il va vraiment se baser uniquement sur les 6 sources de données que j'ai citées, tout à l'heure, et donc de la data qui est fiable et reconnue. Donc oui, on l'utilise. Ouais, c'est vachement bien, ouais, si vous arrivez à faire un agent, qui répond à toutes les questions, sur mon contrat, j'ai touché ça, tu peux m'expliquer, c'est quoi les perspectives ou ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est en train de vraiment de changer, on se rend compte, ouais, c'est dingue comment ça évolue, ouais. Avant de Exactement. poser la question à l'agent, aujourd'hui, les typologies d'actifs, c'est quoi le trend, que le gérant et puis l'outil, ressort comme être, le plus intéressant à l'heure actuelle, hein? L'outil, il va vraiment associer à chaque fois une ville et une thématique. Donc, par exemple, je peux pas vous dire, bah, aujourd'hui, c'est le moment de la logistique, c'est le moment du commerce, puisqu'encore une fois, le commerce, en France, en Pologne, au UK va pas, se comporter de la même manière. Donc l'outil va vraiment nous faire une feuille de route en associant à chaque fois les 2 ville, thématique. Alors aujourd'hui, on était quand même très centré sur les UK de manière générale, sur pas mal de thématiques. Notamment, on a acheté de la logistique, par exemple, puisqu'on pense qu'au UK, la logistique était assez porteuse, ces derniers temps. Là, on a arrêté un petit peu, on va vers d'autres zones. Donc aujourd'hui, on est assez centré sur le bureau, en Allemagne, et aux Pays-Bas. On retourne aussi vers la Belgique, sur du bureau également, et Espagne, Italie. Et là, typiquement, quand, l'outil nous dit, ben, par exemple, c'est intéressant d'aller chercher du commerce, à Madrid, on se rend compte que, par exemple, par rapport à notre stratégie, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver du commerce à Madrid parce que justement, par rapport à notre stratégie core, on n'a pas réussi à trouver des actifs qui soient, à la fois bien centrés dans Madrid, mais qui également ont des locataires qui soient assez solides par rapport à ce qu'on cherche et avec des baux assez longs. Et quand on dit stratégie core, c'est-à-dire qu'on veut, avoir des actifs qui soient aussi efficients énergétiquement, donc soit qui soient récents, soit qui soient rénovés, et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver ça. Voilà, c'est pour dire qu'on a une feuille de route. Après, quand on regarde le portefeuille, on va pas forcément, retrouver 100 de notre feuille de route dans le portefeuille. Mmh. Parce qu'on a ce Et deuxième filtre, humain vous avez qui va un se un objectif, de rendement, des actifs? Parce que, aujourd'hui, de mémoire, vous êtes à 8,5. Est-ce que ouais, c'est exactement. tenable, sur une année pleine? Est-ce que ça va évoluer? Et justement les actifs sourcés, est-ce que c'est en ligne avec ces rendements-là? Actuellement, en moyenne aujourd'hui, les 6 actifs qu'on a dans le portefeuille, on les a achetés à un taux qui est autour de 8,7. Donc forcément, quand on, donne un objectif de distribution pour l'année qui est au-delà du 8,5, c'est tout à fait, cohérent. Il y a un point aussi qui est assez intéressant, c'est que quand une SCPI se lance, il y a une sorte de prime pour les premiers entrants, qui est liée à plusieurs choses, mais notamment, au délai de jouissance aujourd'hui qui est de 5 mois. C'est-à-dire que quand un investisseur met son argent, il attend 5 mois avant de toucher ses premiers loyers. Aujourd'hui, on arrive à acheter assez rapidement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc forcément, les mois sur lesquels il va pas toucher de revenus, c'est du revenu qui est conservé dans la SCPI et qui va être forcément redistribué en plus du reste sur les prochains mois. Donc ça nous permet de booster le taux sur les premières années. Vous faites pas de report à nouveau du coup, vous redistribuez tout le rendement? Alors non, pour 2 raisons. On fait pas de report à nouveau. La première chose, c'est parce que le report à nouveau est fiscalisé. Concrètement, ça veut dire qu'on ne verse pas un loyer, mais pour autant l'investisseur paye, de la fiscalité dessus. Donc ça, on trouve pas ça très fair pour l'investisseur qui nous a fait confiance et qui est rentré. Et puis, bah, le deuxième point, c'est que quand on va redistribuer ce report à nouveau plus tard, il va être redistribué non pas
à ceux qui ont investi à ce moment-là, mais à tous les associés du moment. Donc encore une fois, on trouve que c'est assez, voilà, on veut privilégier les investisseurs qui nous ont fait confiance dès le début. S'il y a plus de performance sur une certaine année, tant mieux pour eux. Voilà, ils toucheront ce qu'ils ont, mérité de toucher à ce moment-là. Oui, je trouve ça faire. Pourquoi t'es ouais, Mais non, du alors coup, je t'ai un peu interrompu sur le rendement, 8,5, Oui, et est-ce que pardon. l'idée, c'est de le tenir à long terme ou comment il est amené à évoluer? Alors comme je le disais tout à l'heure, on a lancé la SCPI à un moment qu'on jugeait opportun, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver des taux aujourd'hui, à l'achat qui sont, plus forts que ce qu'on a pu trouver les dernières années. Donc on anticipe quand même un retour à la normale, entre guillemets. Aujourd'hui, on estime que parfois on fait des acquisitions à 2 chiffres, sur de l'active core, c'est élevé clairement. Donc non, on anticipe que globalement il y a un retour, à la normale. ouais, juste si on peut revenir sur l'imposition du report à nouveau. Mon cerveau, il bug un peu dessus, mais tu imposé sur quelque chose que tu distribues pas? Exactement, c'est-à-dire que la SCPI, paye la fiscalité sur l'ensemble des revenus, qu'ils soient distribués ou non. Oui, c'est oui, au niveau de la SCPI et c'est répercuté du coup derrière sur les associés, par transparence, ouais. OK, d'accord, j'arrivais pas. Oui, donc tu as plutôt intérêt à Donc, on dit pas qu'on fera jamais de report à nouveau, mais on veut le gérer de manière prudente aussi. On veut pas, se dire: «Bon, bah, cette année, on est capable de distribuer une perf à 2 chiffres, on le fait pas, on en met de côté et on le ressortira pour lisser dans le temps». Non, on veut que ça voilà, que ça fluctue avec le marché. Ça nous semble assez logique pour éviter justement cette fiscalité, qui est, qui pèserait sur les investisseurs. oui, bah, après c'est vrai que pour des nouvelles SCPI, c'est moins peut-être moins pertinent que Dans tous les cas, c'est moins pertinent, effectivement. des plus anciennes où tu en le gardes sous le coude justement, où tu as des années creuses et ça te permet de doper un peu d'être distrib, et Voilà. heu et du coup, juste pour revenir un peu sur la location là, donc c'est très UK aujourd'hui. C'était quoi? C'était par, opportunisme un peu, parce qu'en fait, tu l'effet de change à gérer en plus au UK, donc l'euro était fort par rapport à la livre, donc c'est quoi? C'est Il y a plusieurs choses, déjà parce que la zone globalement, même de manière générale et sur beaucoup de thématiques, est assez porteuse. Donc, ben, notre outil Quanti nous a dit effectivement que c'était, le bon moment pour y aller. Donc, on était vraiment sur un bas de cycle. Alors par rapport au change, c'est un autre sujet évidemment qui est appréhendé par les gérants, qui est pas géré dans l'outil. Donc, ça fait partie de l'expérience de gérant justement d'aller décider ou non, d'aller investir, même si c'est le bon moment du cycle, par rapport, à la monnaie. En l'occurrence, les géants sont très positifs sur la livre de manière générale et on se rend compte globalement que l'euro et la livre, c'est 2 monnaies qui sont assez corrélées dans le temps. Donc voilà, on était globalement positifs, sur cette zone. On se couvre quand même, sur la monnaie entre le moment où on fait la promesse et le moment où on signe l'acte. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une variation quand même à court terme. Donc ça oui, on le gère. Maintenant du moment où on a signé, l'acquisition, le but c'est on garde l'actif sur une durée, on prend la monnaie et là on ne se couvre plus. Ça de toute façon, ça coûterait trop cher donc soit on y croit, soit on n'y croit pas et on n'y va pas. oui, parce que c'est vrai que c'est un peu «à double tranchant» entre guillemets. Aujourd'hui, tu un euro fort, mais c'est pas dit qu'à l'avenir, ce soit le cas et bon, ça peut fluctuer, mais c'est un parti pris, OK, de se dire, OK, on achète là parce que l'euro est fort et puis, c'est une bonne opportunité, c'est un bon deal, et puis, on y va, quoi. Exactement. Et par contre, il y a une vraie vocation de se diversifier et pas enfin, il y a des allocations cibles par pays à long terme ou pas? Ou c'est vraiment selon les opportunités? Alors non, justement, on veut absolument pas se mettre de règles. Encore une fois, tu l'as bien résumé, on est opportuniste, c'est-à-dire qu'on veut vraiment, évoluer avec le marché, toujours faire coller au mieux justement, les évolutions à notre portefeuille. Heu, donc on veut pas se mettre de règles parce que se mettre des règles, ce serait justement complètement contraire à notre stratégie. Les choses évolueront comme elles doivent évoluer et évidemment avec le temps, elle sera forcément diversifiée géographiquement puisque les cycles évoluent. Donc voilà, aujourd'hui on est très UK. Comme je disais, on commence déjà à regarder d'autres zones. S'il y a un
qui est important, c'est de dire qu'on n'investit pas en France. Aujourd'hui, donc pas du tout de France. Pour une SCPI européenne, c'est qu'il y a beaucoup de SCPI qui se disent européennes, mais qui ont quand même une grosse majorité de leurs actifs en France. C'est pas notre cas. On ne dit pas qu'on fera jamais de France, mais en tout cas, si les conditions restent telles qu'elles sont, pardon, et notamment sur la fiscalité, on n'ira pas en France. J'ai une question qui pique un peu. Au niveau des frais, euh, c'est quoi les frais de la SCPI aujourd'hui? Alors, les frais de la SCPI, alors déjà il y a bon, évidemment on a des frais, qui sont liés à la commission de souscription. Donc on a 12 TTI et il y a les frais de gestion donc sur les loyers qui sont de 14 TTI. Je pense que vous alliez me poser la question, du débat en tout cas entre SCPI avec frais d'entrée versus sans frais d'entrée. Donc sur ça, nous on a été assez catégorique dans le sens où on voulait absolument qu'il y ait des frais à l'entrée pour justement. Est-ce qu'on peut recommencer pardon sur les frais parce que j'ai bugué et ça va pas être clair. Ouais, ouais. Je veux bien que Vas-y, tu reposes vas-y. la question. Pardon. Alors, la question qui fâche, c'est quoi les frais de la Sans SCPI, filtre. Reason? Alors sur les frais, on a des commissions de souscription à l'entrée, donc qui sont 12% TTI, et des frais de gestion qui sont de 14% TTI. Alors, on a une seule autre ligne de frais qui est liée à la cession des actifs en cas de plus-value uniquement, où on reverse 95% de la plus-value aux actionnaires et 5% à la SCPI, à la société de gestion, pour être précis. Donc, c'est un choix délibéré de votre part d'appliquer des frais à l'entrée, quand aujourd'hui il y a quelques SCPI qui prennent des frais d'entrée, Ouais. Alors quand on a monté la SCPI, prennent, enfin quand ils qui ont prennent pas de frais d'entrée, pardon. Oui, j'avais compris effectivement. Alors quand, ils ont monté la SCPI effectivement, ils se sont, posé la question: «Est-ce qu'on reste sur une structure assez classique?» donc en l'occurrence avec des frais d'entrée, plus, des frais de gestion, ou est-ce qu'on rentre un petit peu dans cette nouveauté des SCPI «sans frais d'entrée» entre guillemets? Nous en fait le résultat de la réflexion, ça a été de dire qu'on avait un petit peu peur, que les SCPI sans frais donc ont forcément une période de pénalité, donc par exemple sur les 5 premières années, qu'il puisse y avoir des sorties massives au bout de 5 ans. Ce qui serait complètement contraire à une bonne gestion à long terme, ce qui serait assez profitable pour ces investisseurs-là, mais pour ceux qui restent dans la SCPI, ça peut être assez dangereux. Nous, on estime que l'immobilier, c'est du long terme. De toute façon, voilà, l'investisseur qui est là pour au moins 7 à 8 ans, il sera gagnant à rentrer sur une structure comme celle-ci. Il y a Après, un point aussi qui est assez intéressant, pardon, c'est qu'on a beaucoup de SCPI, donc ont pas de frais d'entrée à proprement parler, mais qui vont avoir évidemment beaucoup d'autres lignes de frais pour se rémunérer, hein. Forcément, personne, travaille, gratuitement, et les frais liés à l'immobilier de toute façon existent, qu'on les mette à l'entrée ou qu'on les mette ailleurs, ils existent. Donc, globalement, toutes les SCPI se rémunèrent, à des niveaux assez similaires finalement quand on fait la comparaison. Ouais, on peut juste préciser sur les frais de cession? Ouais, alors c'est pas des, frais de cession, c'est juste en cas de revente, d'un actif dans le portefeuille, donc c'est pas lui l'investisseur qui sort de la SCPI, c'est vraiment, le Oui, ouais. portefeuille de la SCPI. Si on réalise une plus-value sur un immeuble, on en verse la majorité, donc 95 aux associés et on prend une partie pour la société de gestion, C'est seulement s'il y a de la plus-value? seulement s'il y a de la plus-value évidemment et sur Ouais, cette mais partie de plus-value. et ça, c'est vachement bien, en fait, parce que ça incite vraiment les gérants à faire de la plus-value justement, donc à travailler Exactement. les actifs. Quant à certaines autres SCPI qui touchent des commissions, À la mê cession tout court, même sans forcément, ouais, de la plus-value, vraiment sur le montant de cession, donc exactement. et j'aime bien ce mécanisme d'alignement d'intérêts justement, à créer de la performance et faire tourner les actifs un peu parce que tu en as qui accumulent, justement, Alors ils mettent des frais de gestion élevés et puis, ils sont pas incentivés à la sortie, quoi. exactement et puis, bah, c'est aussi la force de notre outil, c'est que, bah, évidemment, il repère les bas de cycle, donc les bons moments pour aller investir, mais il nous permet aussi en temps réel, de voir quand on est sur un point haut, et donc quand on doit revendre. Si on a bien acheté sur un point bas ou en tout cas on sera jamais au point le plus bas, au point le plus haut, c'est notre objectif à tous, mais en tout cas d'être sur les bonnes tendances. Forcément, si on a investi au bon moment et qu'on revend au bon moment, on va réaliser une plus-value, donc notre but c'est qu'elle soit matérialisée pour l'investisseur
investisseurs et puis, ben, voilà, on est incentivé aussi, sur cette bonne gestion des actifs. Ouais, je trouve ça vachement bien et plutôt sain pour des investisseurs, en tout cas. Surtout, si vous reversez, 95 parce que sur des fonds de private equity, par exemple, Le gérant prend une grosse partie. beaucoup plus, ouais. Ap Mais bon, après, il y c'est a pas la aussi même stratégie, bon, on en exactement, reparlera, lors d'un c'est prochain pas la même podcast, je pense. stratégie. Et puis après, de manière générale, sur les frais, vous me posiez la question, pourquoi aussi, mettre des frais d'entrée? Alors, en fait, il y a aussi le fait qu'on veut être vraiment, très transparent avec les investisseurs, donc on veut pas faire croire qu'on peut acheter de l'immobilier sans frais. Voilà, il y a pas de ligne de frais cachée. Comme je l'ai dit, il y a ces 3 lignes de frais qui sont, très lisibles. Il y a pas de frais de relocation des actifs non plus, il y a pas de frais de travaux et cetera il y a pas de frais à l'acquisition d'un actif proprement parlé. Donc il y a des SCPI qui prennent pas de frais d'entrée quand l'investisseur rentre, mais qui, à chaque fois qu'ils vont acheter un actif, vont prendre des frais, sur l'acquisition. Donc ça, on l'a pas mis non plus, parce que, bah, c'est assez dur d'appréhender pour l'investisseur, de vraiment comprendre quels frais il va payer de manière, très exacte. Voilà, on est resté sur quelque chose de vraiment traditionnel. Ouais, assez transparent et finalement, bah, ce qui va faire foi, hein, ce sera le rendement net distribué, le TRI, enfin Exactement. je le répète à chaque fois, mais c'est un peu le juge de paix, on a beau, se faire des nœuds au cerveau sur les structures de frais et cetera, mais seule la performance compte, on va dire. Et en parlant de répéter, d'autres, trucs qu'on aime bien, c'est la valeur de reconstitution. Aujourd'hui, on se situe à quel niveau par rapport au prix de part? Alors le prix de part est à 1 €, donc ça aussi c'est une petite nouveauté sur le marché puisque, ben, jusqu'à maintenant, Ouais. les SCPI, il y avait plutôt des prix de part, autour de 200 €, voire plus. Pareil, en fait, on a voulu un petit peu moderniser les choses, dans le sens où, c'est une ordonnance qui est passée en juillet de l'année dernière, qui a permis de baisser le prix de part, notamment pour pouvoir, rendre la SCPI plus accessible, aussi sur les versements programmés. Donc voilà, prix de part à 1 €. Et la valeur de constitution aujourd'hui est à 1,03. Donc on a 3% en plus sur la valeur de constitution. Donc ça montre qu'on a déjà acheté les actifs, même si la SCPI est jeune, à des bons prix et en l'occurrence en dessous du prix de Ouais. marché. Aujourd'hui, vous êtes pas distribué avec, des assurances vie, je crois. Est-ce que, Non, il y a une effectivement. volonté de s'ouvrir à ça ou pas du tout? Alors pas du tout, pour, enfin plusieurs raisons, mais en l'occurrence, on veut absolument, que la SCPI, maîtrise sa collecte. En fait, je le disais tout à l'heure, pour nous, un des grands risques de la SCPI, c'est de collecter de manière continue et de se retrouver, en fait, avec une collecte qu'on a mal anticipée et de pas avoir les actifs, réellement bien ciblés derrière. Donc si on accepte des investisseurs institutionnels et donc qu'on s'ouvre à l'assurance vie, ça voudrait dire, en fait, être soumis à ces flux de collecte qu'on ne gérerait pas forcément bien. Donc on veut absolument maîtriser, notre collecte. On est ouvert qu'auprès des CGP de manière générale, family office, de sorte à ce qu'on puisse maîtriser, voire même leur dire à un moment donné: «Bah, écoutez là, le marché, on n'a plus forcément les bonnes opportunités en face, donc soit on n'accepte pas de nouveaux partenariats tout simplement, voire même on va voir nos partenaires en leur disant: "Voilà, là vous arrêtez momentanément de nous envoyer des flux, parce que, bah, on n'a pas les actifs en face"». Donc voilà, on veut vraiment gérer notre collecte. Ouais. Bah, ça aussi, c'est un point positif. Après, ça limite forcément la collecte pour vous, mais sur le long terme. Tu as raison complètement, forcément, hein, nous on est enfin, plus on collecte, plus on peut être rémunéré à court terme. On est une société de gestion aujourd'hui qui est indépendante, donc déjà on n'est pas poussé à la collecte, par un fonds d'investissement. Et puis, bah, surtout aujourd'hui, voilà, MNK on n'est pas forcément, on est encore une société de gestion à taille humaine, on souhaite le rester d'ailleurs. Donc ce qui aujourd'hui fait qu'on a la confiance de nos partenaires, clairement c'est notre track record. Si demain, on se plante parce qu'on a trop collecté, mal investi, on va pas tenir dans le temps. Donc notre but, c'est de continuer, avec un track record aussi beau que celui des fonds pro. Donc ça passe forcément par, maîtriser sa collecte, peut-être gagner moins à court terme, mais être durable, sur le long terme. Ah oui, parce qu'il faut quand même les équipes en face, si tu collectes, fort rapidement, déjà, faut déployer, vite les fonds, donc pas forcément dans les meilleures conditions, derrière, faut s'en occuper, donc faut l'asset management. Derrière, faut
tous les arbitrages, pour, faire tourner les actifs et ça demande des sacrés moyens opérationnels et voilà, c'est vrai que par le passé, on a pu voir des peut-être des erreurs que les nouveaux gérants semblent avoir, retenues donc c'est Mieux, plutôt on une bonne apprend chose. des erreurs du passé. Ouais, c'est ça et puis ça sera rassurant pour les futurs investisseurs et je pense que enfin, ça va permettre de qu'on reparte sur des bases un peu plus saines et puis justement, ça va vous différencier, vite des anciens mauvais élèves, on va dire. C'est ça. Ouais, puis pour le coup, c'est vrai qu'on a toujours, fonctionné comme ça en maîtrisant la collecte, comme je disais sur les fonds pro, à couper à tout moment, quand, voilà, quand on estimait qu'on avait assez et que ça devenait dangereux de trop collecter. Donc voilà, notre but, c'était vraiment de l'adapter au mieux à la SCPI. Donc se couper des investisseurs institutionnels, pour nous, c'était assez logique. On finit toujours notre podcast, avec une petite punchline de phrase de choc, sans langue de bois. Est-ce que, tu aimerais nous dire quelque chose? Ouais, bah, alors je pense que vous l'avez compris, mais la phrase, ce serait de dire d'investir, vraiment dans les SCPI 2.0 et réellement nouvelle génération. Voilà, de nous faire confiance sur ce sujet-là. Super. Bah, merci Un Lucie grand d'avoir été merci. là pour nous parler de la SCPI, MNK Reason. Eh ben, merci à vous.